nous vous proposons d'écouter dans un instant Marie-Laure Morin, juriste et ex-conseillère à la Cour de cassation en service extraordinaire. Pendant 10 ans, elle a été bénévole dans une association d'accompagnement de migrants. Vendredi 10 juin 2022, Marie-Laure Morin présentait à la librairie Ombre Blanche son livre « Faire de l'étranger un hôte, l'hospitalité, un droit fondamental » paru aux éditions Sileps. Bonsoir, nous allons démarrer cette rencontre. Merci d'être présent ce soir à la librairie Ombre Blanche et merci à Ombre Blanche aussi d'accueillir bien sûr Marie-Laure Morin pour la présentation de son ouvrage sur l'hospitalité dont on va parler. Alors le sujet est dense, vous aurez l'occasion de vous en apercevoir et donc on va essayer de ne pas trop perdre de temps justement. Alors donc Marie-Laure Morin, donc vous êtes juriste de formation, ex-conseillère de la Cour de cassation, adhérente de la CIMAD, oui. Et à Toulouse aussi, déléguée du Défenseur des droits. Voilà. Aujourd'hui, oui. Voilà. Pour ma part, je suis à la fois, je me présente aussi à l'occasion, je suis à la fois membre du Cercle des voisins, le Cercle des voisins qui est le Cercle des voisins du centre de rétention de Cornebarieux, donc régulièrement confronté avec les membres de l'association aux problèmes de rétention et aux problèmes des migrants de façon générale, surtout des migrants sans papier ou arrêtés parce qu'ils n'ont plus de papier, pour différentes raisons, et membre aussi correspondant pour les Amis du monde diplomatique à Toulouse, donc qui sont aussi co-organisateurs de cette rencontre. Voilà. Alors, si on reprend les antécédents historiques un petit peu de l'accueil des réfugiés, hein, on a connu, beaucoup d'entre vous, les transfuges de l'Est, bien sûr, à l'époque de la guerre froide, les exilés chiliens lors du coup d'État de Pinochet, mais déjà aussi en 1975, il y avait déjà un peu plus de réticence à l'accueil avec les boat people en 1975, d'accord. D'ailleurs, Marie-Laure Morin, dans son ouvrage, signale qu'il n'est pas sûr aujourd'hui que la Convention de Genève pourrait être signée. Si on se pose la question de voir un peu l'évolution du monde et des sociétés, ce qui est assez dramatique. Je vous rappelle, la Convention de Genève, c'est la Convention sur le droit d'asile. Hein. Alors, si on regarde aussi la réalité de ce qui se passe aujourd'hui avec l'accueil des réfugiés, les frontières pour les Ukrainiens se sont ouvertes sans hésitation à des millions d'Ukrainiens hein, qui fuient les bombardements russes. Et fort heureusement, c'est heureusement que ça se produit comme ça. On ne peut pas dire le contraire. Mais par contre, on sait très bien que sur les guerres récentes en Syrie, en Afghanistan, l'accueil était beaucoup plus réservé. Hein, d'accord ? Alors, si on refuse le franchissement des frontières et qu'on refoule les exilés, ça les condamne bien souvent à l'errance et bien souvent à la mort. Hein. Si on regarde la situation à la frontière polonaise, justement, où actuellement on accueille les Ukrainiens, mais ce qu'elle était à l'automne 2021 avec le rejet de tous les migrants qui passaient par la Biélorussie, ça a été un moment dramatique. Mais il y a aussi le camp de Moria sur l'île de Lesbos, hein, les tragédies qui se répètent régulièrement en Méditerranée. Et si ce n'était pas quelques associations non SOS Méditerranée qui interviennent, on aurait encore beaucoup plus de victimes. Là, dans la Manche aussi, ou près des Canaries. C'est en permanence que cette errance, cette mort est au rendez-vous de beaucoup de migrants. La fermeture des frontières a pour prix la vie des exilés et des violations massives des droits de l'homme. Donc on va y revenir sur les droits de l'homme, ça va être l'objet du débat bien sûr. Dans ce débat, la théorie de l'appel d'air, c'est la justification. Hein, donc pour avaler les droits de l'homme à de faux bons sentiments, expression de M. Macron en l'occurrence, hein, faux bons sentiments. On affiche un objectif affiché contre l'immigration régulière, mais en fait, l'idée, c'est surtout de fermer les frontières le plus possible aux exilés et même aux demandeurs d'asile, hein, puisque là, il y a effectivement une confusion. Donc, violation massive des droits fondamentaux, celui de libre circulation, bien sûr, le droit de demander l'asile ou le principe de non-refoulement et surtout du droit de vie ou à la dignité des exilés. Alors, là-dessus, Marie-Laure Morin, donc, le Cercle des voisins a créé une banderole qui est une grande banderole bleue dessinée par Wozniak, dont le slogan c'est « Eux, c'est nous ». Eux, c'est nous. Voilà. Et en fait, les droits de l'homme qui sont censés être un pilier de l'état de droit,
quelles conséquences peut avoir ce manque de reconnaissance de droits des migrants? Mais peut-être d'abord nous redonner des définitions de la terminologie. Oui. J'ai peut-être deux choses. D'abord, je voudrais dire que c'est cette violation massive des droits fondamentaux des migrantes que j'ai pu voir très concrètement en étant bénévole à la CIMAD pendant 10 ans, qui m'a amené à faire ce travail. Parce que j'étais effarée de la façon dont on traite les migrants. En juriste, j'étais effarée de la façon dont ils étaient traités, des violations des droits, et avec le sentiment que personne ne disait rien. Enfin, si, les associations disent, mais que l'opinion publique, les pouvoirs publics, personne ne disait rien. Et donc, je me suis dit qu'il fallait vraiment travailler sur essayer de comprendre pourquoi cette violation des droits fondamentaux et qu'est-ce qui était en jeu là-dedans. Pourquoi est-ce que finalement on laissait ça courir, mais est-ce que ce n'était pas un danger pour nous? Tu disais la banderole du Cercle des voisins, c'est eux, c'est nous. Le slogan de la CIMAD, c'est l'humanité passe par l'autre. On voit bien que dans les deux cas, il y a une question d'humanité qui est en cause, mais humanité pas simplement au sens d'humanitaire ou bon sentiment, et j'essaierai de vous le montrer, c'est humanité aussi, droit de l'homme au sens... comment dire, au sens juridique du terme, au sens de l'humain qui a des droits en tant qu'humain. Hein. Ça me paraît être quelque chose de très important. Donc voilà, c'est pour dire que c'est vraiment la question de départ. Ma question de départ, c'était celle-là. Pourquoi cette violation? Pourquoi il n'y a rien qui se dit? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer d'avoir à la fois un autre regard sur les migrations et en même temps respecter leurs droits fondamentaux, c'est-à-dire leurs droits d'humain. Voilà. Ensuite, je vais peut-être répondre à ta question sur les définitions. Je crois qu'elles sont très importantes parce qu'il y a un méli-mélo très grand dans l'opinion publique, chez les journalistes, chez tout le monde. Il y a des termes qui sont juridiques et il y en a d'autres qui ne le sont pas. Quand on parle de réfugiés, tout le monde parle des réfugiés ukrainiens, des réfugiés. Et puis on dit il y a les bons réfugiés, il y a les mauvais migrants. Hein, bon. Alors je vais commencer par le terme migrant. Le terme migrant, au sens de l'ONU, c'est une personne qui quitte son pays pour aller de façon durable, c'est-à-dire plus d'1 an pour l'ONU, pour aller s'installer dans un autre. Enfin, on ne sait pas s'il s'installera, mais en tout cas, il quitte son pays. Juste une remarque, on dit les migrants. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un philosophe qui s'appelle Gilles Leblanc. Quand on dit migrant, c'est un participe présent, donc il migre toujours. Il ne s'installe jamais nulle part, il ne se pose jamais nulle part. Donc on voit tout de suite des personnes qui circulent et qu'on essaye de rendre invisibles autant que possible parce que de toute manière, ils ne sont là que de passage. Hein. J'oppose à ce terme migrant, qui a donc une définition juridique pour l'ONU, un terme qui n'a pas de définition juridique, mais qui est très souvent utilisé par les gens qui ont travaillé sur la question, celui d'exil. Exilé. L'exil, c'est que tu es obligé de sortir de ton pays et tu ne peux pas y revenir. En fait, c'est ça l'exil. Et on est obligé de partir de son pays pour 1000 raisons, pas forcément les raisons légales des migrations. Reconnu comme permettant d'avoir ensuite un titre de séjour ou un visa, ce que vous voulez. Et on ne peut pas y revenir. Et je pense que ceux dont nous parlons, effectivement, ceux qui se heurtent, meurent dans la Méditerranée, etc., c'est pas des migrants, c'est des exilés. C'est des gens qui ont quitté leur pays pour 1000 raisons et qui ne peuvent pas y revenir. Voilà, ça c'est très important. Alors, migrants, exilés. Ensuite, réfugiés. Au sens juridique du terme, le réfugié est quelqu'un qui a obtenu le statut de réfugié au sens de la Convention de Genève, ce qui suppose qu'il soit arrivé dans un pays, qu'il ait fait une demande d'asile, qu'il soit passé devant un organe indépendant, en France c'est l'OFPRA, et que l'OFPRA puis la Cour nationale du droit d'asile, si l'OFPRA ne lui donne pas, lui donne le statut de réfugié. Tout ça, ça peut prendre 3 ans. Hein. Tant qu'il n'a pas le statut, ce n'est pas un réfugié, c'est un demandeur d'asile. OK ? Bon. Et tant que sa demande d'asile n'a pas été refusée, on ne peut pas savoir si c'est un migrant ordinaire, au sens, quelqu'un qui vient pour une raison X, Y dans le pays, ou si il remplit les conditions pour avoir le statut de réfugié, qui sont des conditions restrictives définies par la Convention de Genève.
Grosso modo, c'est les opinions politiques, l'appartenance à un groupe social, le genre. Bon, mais c'est des critères à la fois individuels et restrictifs. Et si on n'entre pas là-dedans, on a beau avoir, peut-être on ne peut pas rentrer dans son pays, mais on n'a pas droit à l'asile. On voit déjà que la différence entre réfugiés ou demandeurs d'asile et migrants économiques n'a pas forcément beaucoup de sens, parce qu'on peut ne pas vouloir rentrer dans son pays pour des raisons, parce qu'il y a la guerre, parce qu'il y a le climat, parce qu'il y a plein de choses, parce qu'il y a des problèmes familiaux. Moi, on en rencontre beaucoup à la CIMAD, des gens qui ont des problèmes familiaux qui peuvent pas revenir chez eux, hein, mais qui ne rentrent pas dans le cadre de l'asile. Bon, donc on va dire les déboutés des droits d'asile. Voilà. Ça, c'est les réfugiés. Les Ukrainiens ne sont pas des réfugiés. Les Ukrainiens, au sens juridique du terme, sont des personnes déplacées. Alors vous allez me dire, c'est des subtilités juridiques. Je crois que quand on parle, c'est des personnes déplacées au sens d'une directive européenne qui leur donne un statut particulier. J'aurai l'occasion d'y revenir. Statut déplacé en raison de la guerre, etc. Statut qui a été refusé, mise en œuvre de la directive, plus exactement, qui a été refusée parce qu'elle a été demandée aussi bien pour les Syriens que pour les Afghans, qui pourtant fuyaient la guerre. Mais l'Europe n'a pas voulu leur appliquer ce statut de personne déplacée qui leur permettait d'arriver, d'avoir du travail, d'être accueillis. Alors dans le bouquin, j'ai fait un petit préambule, parce que mon livre était déjà sous presse quand les événements de l'Ukraine se sont déclenchés, un petit préambule pour expliquer qu'on accueille très très bien les Ukrainiens et que les propositions, le statut des Ukrainiens, c'est exactement les propositions que j'avais fait, moi, à la fin de mon ouvrage, pour définir ce que pourrait être l'hospitalité. Sous-entendu, l'hospitalité, elle est parfaitement possible et elle existe juridiquement. Okay, mais faites bien la différence entre... Alors, peut-être est-ce que pour recouvrir toutes les exilés, on pourrait aussi parler des demandeurs de refuge, les demandeurs d'asile, les exilés sous toutes les formes. Les Ukrainiens sont des demandeurs de refuge. C'est le terme qu'utilise Edoui Plenel, qui a bien voulu signer la préface de ce livre. Donc voilà pour les définitions. Bon. Encore une chose sur cette distinction entre... sur la question du demandeur d'asile. La politique de la France, pratiquement, enfin de l'Europe, depuis le tournant des années 2000 à peu près, c'est de retenir les exilés aux frontières de l'Europe et de les trier. On va trier entre les bons migrants, enfin le plus exactement, les demandeurs d'asile ou ceux qui sont susceptibles d'avoir l'asile dans un des pays de l'Europe et les migrants dont on ne veut pas, soi-disant économiques dont on ne veut pas. Ça repose sur un sophisme, au sens propre du terme. Parce que tant qu'on n'a pas examiné la demande d'asile des personnes, on ne peut pas savoir si leur demande d'asile elle est fondée ou si elle n'est pas fondée. Comment voulez-vous faire le tri avant même qu'on ait examiné la demande d'asile, et ça doit être fait au terme d'une procédure et par un organe indépendant, comment voulez-vous trier? On ne peut pas. Or, c'est pourtant ce qu'on fait en Grèce et partout. J'ai vu encore une petite actualité hier. La Grèce veut signer un accord avec la Turquie pour renvoyer en Turquie comme étant un pays d'issue un certain nombre de personnes qui n'auraient pas été, non pas admises à l'asile, mais admissibles à l'asile selon une procédure qui n'a rien à voir avec l'examen de la demande d'asile. Autrement dit, une procédure qui n'existe, qui est totalement illégale. Et on peut quand même, elle prétend quand même renvoyer les gens en Turquie. Alors pourquoi c'est illégal de faire ça? Tout ça parce qu'il y a un principe fondamental en matière d'asile, de demande d'asile. C'est qu'on ne peut pas refouler les demandeurs d'asile dans un pays où ils risqueraient de subir des traitements inhumains et dégradants, des tortures, etc. etc. Alors, pourquoi est-ce on barricade les frontières? Une fois que les gens sont rentrés, ils peuvent demander l'asile, ils ont droit, on ne peut pas en droit les refuler. Donc c'est beaucoup plus commode de les empêcher d'entrer, parce qu'à ce moment-là, les États ne prennent pas la responsabilité de ces personnes. Et ça, c'est un point absolument central. C'est pour ça qu'on a prié la Libye de mettre des gardes-côtes et de reprendre les gens qui sont ensuite en esclavage chez eux, qu'il y a eu l'accord avec la Turquie, que la Grèce fait ce qu'elle fait, et que l'Europe prétend ouvrir des camps à l'étranger où on va mettre les personnes qui veulent demander l'asile et puis on prendra ce qu'on voudra bien.
c'est une manière de nier la Convention de Genève et la possibilité, en tout état de cause, quand on est dans un pays, de demander l'asile. Donc ça, c'est fondamental. C'est bien justement ce problème du recul des droits, ce problème du recul des droits que l'on perçoit. Donc, si on reprend, justement, c'est l'article 13 de la Déclaration Absolument. universelle des droits de l'homme, donc qui prévoit qui donne le droit aux personnes de quitter leur pays d'origine et donc le droit d'émigrer. Mais pour autant, le droit d'immigrer, c'est-à-dire la possibilité d'accéder à d'autres pays et de s'y installer, n'est inscrit nulle part, dans aucun texte. Il n'y a aucune convention internationale là-dessus. Et même si l'Assemblée générale des Nations unies, en 2016, je crois, a statué sur la déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants. Mais ça, c'est que des déclarations. Il n'y a rien de formel là-dessus. Et bien au contraire, la France est régulièrement condamnée par la CNCDH, la CEDH, sur ces procédures d'accueil et de rejet des migrants. C'est sur la frontière franco-italienne en particulier, dont la CNCDH qui a dénoncé la volonté politique de bloquer la frontière franco-italienne, dont on sait bien que ce soit du côté de Briançon comme dans les Alpes-Maritimes, sur les migrants qui souhaitent pouvoir faire des demandes, rentrer en France, disons simplement. Voilà. Ça c'est vraiment l'enjeu fondamental et c'est la question que je me suis posée quand je commençais à écrire ce travail. Effectivement, la Déclaration universelle des droits de l'homme, peut-être un tout petit point juridique. La Déclaration universelle des droits de l'homme, donc, qui a été déclarée en 1948, elle n'a pas par elle-même de valeur juridique. Mais dans son préambule, elle dit bien que la reconnaissance des droits de l'homme est une condition de la paix dans le monde, à condition qu'on reconnaisse la dignité de tout le monde, le principe de dignité dont tu parlais tout à l'heure, et qu'elle appelle ce qu'on appelle un régime. Le préambule dit que elle appelle un régime de droit, c'est-à-dire des textes qui soient obligatoires pour les États. Ces textes, ils existent. C'est notamment, il y a eu des conventions pour les grandes régions du monde qui ont été prises et qui reprennent la Déclaration universelle des droits de l'homme, bon, sous des formes un peu variables, mais qui reprennent la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et pour l'Europe, c'est la Convention européenne de sauvegarde des libertés et des droits fondamentaux, dont l'application est contrôlée par la Cour européenne des droits de l'homme. Bon, alors ça c'est très important à comprendre. Alors je reviens à et la Cour européenne des droits de l'homme reconnaît la liberté de circulation. Mais la liberté de circulation, effectivement, c'est la liberté de sortir de son pays et d'y revenir. Ce n'est pas celle de franchir la frontière. Pour la petite histoire, c'est la femme de Roosevelt qui n'a pas voulu qu'on mette le droit d'installation. La liberté de circulation entière, c'est-à-dire de franchir la frontière, et puis ensuite il y a une autre étape qui est la liberté d'installation dans un autre pays que le sien. C'est des étapes différentes. Bon. Alors effectivement, on a la liberté de circulation, mais on se retrouve à une impasse. Et les frontières, c'est, depuis le traité de Westphalie, XVIIe siècle ou XVIe siècle, je ne sais plus, c'est l'apanage de la souveraineté de l'État. Quand les États-nations se sont constitués, les frontières sont un élément de l'État-nation. Et c'est l'État souverain qui a le contrôle de la frontière. OK ? Bon. Et donc, qui permet aux gens de franchir la frontière ou de ne pas franchir la frontière. D'accord ? Ce qui s'est passé depuis les années 2000, effectivement, avec ce refus de franchir les frontières, c'est que, et tu l'as très bien dit, c'est que les murs qui ont été construits, l'impossibilité de rentrer dans les pays est en soi générateur de violations massives des droits de l'homme. Donc il y a un problème. Alors, quand on y réfléchit, pourquoi est-ce que les pays contrôlent la frontière ? Pour des raisons de sécurité et d'ordre public. Et effectivement, quand on ferme une frontière, on vous dit c'est une question d'ordre public. Et puis, si vous laissez passer les gens, le bon peuple va dire on n'est plus chez nous et attention à la sécurité. Et c'est vrai que parmi les droits fondamentaux, il y a le droit à la sûreté et qu'il appartient à l'État d'assurer la sûreté de ses citoyens, enfin, des personnes qui sont dans son espace territorial. Ce n'est pas forcément la même chose. OK, bon. Mais sauf qu'on a une dérive
disons que jusqu'aux années 90, les droits de l'homme progressaient. Et puis, avec la mondialisation, et surtout depuis 2001, depuis le 11 septembre 2001, hein, il y a eu à peu près partout dans le monde des dérives. Enfin, à la fois une mondialisation économique et un recentrement des États-nations sur leur territoire avec des exigences de sécurité de plus en plus fortes. Et une très grande juriste internationale qui a beaucoup réfléchi là-dessus, et en fait, mon travail se situe tout à fait dans le prolongement, elle est morte en février, dans le prolongement de ce qu'elle a écrit, qui s'appelle Mireille Delmas-Marty, dans un livre absolument magnifique qui s'appelle Le Petit Traité de la mondialisation, je ne sais plus la suite, petit Traité de navigation dans l'océan de la mondialisation, à propos de ces problèmes d'immigration, disait il faut arriver à équilibrer la liberté de circulation et les exigences de sécurité, qui sont effectivement deux questions fondamentales. Comment on les équilibre ? Et elle a mis en avant ce concept d'hospitalité, en disant que pour équilibrer les deux, il fallait l'hospitalité. Et elle a repris ça au Parlement des écrivains avec M. Chamoiseau, et puis ensuite avec Michel Agier, qui est un anthropologue qui a beaucoup travaillé sur les questions de migration, et aussi sur la question de l'hospitalité d'un point de vue anthropologique. Elle a dit il faut faire de l'hospitalité un principe juridique effectif. Et elle a dit ça au moment où, effectivement, on négociait à Marrakech une convention internationale sur les migrations pour essayer de faire respecter un peu mieux les droits fondamentaux des migrants. Et elle aurait aimé que, dans le pacte de Marrakech, on inscrive le principe d'hospitalité. Ça n'a pas été fait, et puis le pacte de Marrakech n'impose strictement rien aux États. Mais vous voyez bien que si on fait de l'hospitalité un principe fondamental qui va venir équilibrer la sécurité et la liberté, ce principe fondamental, s'il est affirmé internationalement, devra être respecté par les États qui, à ce moment-là, seront responsables du sort des migrants auxquels ils ne donnent pas l'hospitalité. Premier point. Deuxième point, comme les migrations sont un problème international, il faut une responsabilité solidaire des États. Vous ne pouvez pas vous contenter de renvoyer les gens en Libye où ils sont en esclavage en vous lavant les mains. Non, vous devez pouvoir être responsable solidairement du sort de ces personnes. Et pour ça, Mireille Delmas-Marty proposait de faire un traité international. Donc moi, j'ai essayé de travailler avec cette idée de principe juridique effectif, ou plutôt droit fondamental, c'est-à-dire un droit de la nature des droits de l'homme qui viennent compléter la liberté de circulation. Tout à fait. Alors, c'est ce que dans la postface, c'est comment s'appelle Geneviève Jacques. Geneviève Jacques, l'ancienne directrice de la CIMAD, a appelé une utopie concrète et mobilisatrice. Donc, en fait, effectivement, aujourd'hui, dans un grand nombre de décisions concernant la délivrance de visas ou l'admission au séjour, ça repose sur le pouvoir discrétionnaire de l'administration, que ce soit les préfets, les consuls, etc. C'est totalement discrétionnaire, hein, c'est-à-dire c'est au bon vouloir, hormis le droit d'asile, qui en principe est un droit qui peut être respecté dans les passages par l'OFPRA et tout. Sinon, pour le reste, c'est le pouvoir discrétionnaire au nom justement de la souveraineté nationale. Alors, il y a eu quand même un précédent intéressant en France qui date d'il n'y a pas longtemps, puisque vous avez dû suivre l'affaire. C'est l'action citoyenne des habitants de la vallée du Roya, ou ceux du col du Mont-Genèvre, puisque suite aux actions de solidarité que l'on a dénoncées comme étant de l'aide à l'immigration clandestine, en fait, ça a été déterminant, puisque le Conseil constitutionnel en France a consacré, au nom du principe de fraternité, et considéré légale l'aide aux migrants irréguliers. Il ne s'agit pas de l'aide à l'entrée, ce n'est pas de l'immigration, ce n'est pas du trafic, c'est simplement de l'aide aux migrants, et donc c'est reconnu. Alors ça, c'est important parce que c'est un premier pas d'avancer sur la base de ce principe de fraternité. Alors, dans votre livre, donc, il y a une définition que vous donnez, une possibilité de définition, c'est une idée de l'hospitalité qui serait une déclinaison de la fraternité qui commande donc l'accueil des migrants pour assurer leur dignité. Alors, je vous la lis telle qu'elle est rédigée. Conformément au principe d'hospitalité, toute personne a la possibilité de demander d'accéder sur le territoire d'un autre État et d'y être accueillie provisoirement dans des conditions dignes qui assurent le respect des droits et libertés fondamentales, ainsi que la possibilité de demander de s'y installer sous réserve de décisions contraires, nécessaires, adaptées et proportionnées pour des raisons d'ordre public ou d'intérêt général. Alors, comment pourrait-on en faire un véritable principe de droit ?
Alors, il y a plusieurs choses dans votre question. Il y a comment on fait un principe, et puis il y a le contenu même, enfin, quelle est la signification de ce que je donne au principe, quel est le sens que je donne au principe d'hospitalité. Alors, comment on peut en faire un principe de droit ? C'est toujours Mireille Delmas-Marty qui parlait des forces imaginantes du droit, qui est une expression absolument merveilleuse. On imagine, nous les Français, que le droit, ça sort tout armé de la tête du législateur, paf, il prend une règle, et puis voilà, c'est le droit. Le droit, c'est pas du tout ça. Hein ? On veut nous faire croire que c'est ça aujourd'hui, mais c'est pas ça le droit. Le droit, c'était Génie qui parlait de la force et du droit. Enfin, le droit, il naît du mouvement de la société. Enfin, si on pense que le droit exprime des valeurs fondamentales d'une société, ce qu'expriment les déclarations des droits d'ailleurs, hein, le préambule de la Constitution, le droit, il naît des mouvements de la société. Et puis, dans les mouvements de la société, vous pouvez avoir telle loi qui est prise à tel moment, tel texte qui est prise, etc., etc. Et puis, petit à petit, ça construit une règle qui va devenir quelque chose qu'on va reconnaître comme un principe. C'est exactement ce qui s'est passé pour le principe du développement durable qui est aujourd'hui inscrit dans la Constitution française. Quand je travaillais, j'ai fait une thèse sur la négociation collective, puisque j'étais spécialiste de droit du travail, qui s'appelle le droit à la négociation collective, principe général du droit, c'est un peu la même idée, et j'avais travaillé sur comment la négociation collective, qui était au départ un simple phénomène social, si vous voulez, c'est tellement petit à petit est devenu, dans le mouvement de la société et les règles juridiques, est devenu un principe général, puis ensuite un principe constitutionnel. Donc, c'est très important d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans la société. Or, il se passe plein de choses dans la société en termes d'hospitalité. Plein de choses. Si on, enfin, je crois qu'il y a eu des sondages, si on demande aux gens s'ils veulent accueillir des migrants, il y en a beaucoup qui spontanément vous diront oui. Bon. Donc, il y a déjà ça. Il y a un groupe qui s'appelle le groupe Pérou, qui propose, c'est des architectes, qui a travaillé beaucoup sur les aires urbaines, et qui propose de faire de l'hospitalité, d'inscrire l'hospitalité dans le patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Parce qu'effectivement, l'hospitalité, ça existe dans toutes les grandes cultures. Vous vous rendez compte, si on a ça dans le patrimoine culturel, on a fait un pas immense pour arriver à reconnaître le principe juridique. Vous avez le réseau des villes accueillantes. Je cite les villes-refuges. Dans mon ouvrage, j'ai mis en annexe la charte de l'ANVITA, qui est l'Association nationale des villes et des territoires accueillants pour la France, mais il y a un réseau des villes-refuges internationales qui font plein de choses pour les migrants et qui ont même édicté des chartes. Je pense à la charte de Palerme, qui reconnaît les droits fondamentaux des migrants, sauf le droit de vote, mais c'est une façon de dire, vous arrivez, vous avez vos droits fondamentaux. Donc il y a déjà énormément d'éléments. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec tous ces éléments ? Alors, il y a deux possibilités, il y a deux mouvements, et à mon avis, c'est des mouvements réciproques, enfin, qui interagissent. Mireille Delmas-Marty, elle pensait à la conclusion d'un traité international un peu sur le modèle du climat, en réunissant tous les acteurs, des experts, les pays, pour arriver à se mettre d'accord sur ce principe d'hospitalité comme fondement d'un traité sur les mobilités internationales. Au passage, il y a François Héran, qui a une chaire au Collège de France sur les migrations, et qui, avec un groupe de personnes, a créé un GIEM, c'est Groupe international d'experts sur les migrations, sur le modèle du GIEC. Donc, vous voyez, on a beaucoup de choses. Bon. Alors, ça, et il y a l'Université de Columbia, aux États-Unis, qui travaille sur un projet de traité avec des tas de gens pour essayer, pour le moment donné, d'avoir des éléments. Bon. Alors ça, c'est une première piste, c'est un peu lointain. Enfin, c'est un peu lointain. Pas forcément, parce que peut-être par la force des choses, on va être obligé de régler ces questions-là, parce que les migrations, elles ne vont pas s'arrêter comme ça. Hein. Elles vont même plutôt s'accélérer avec les problèmes climatiques. La deuxième chose, on peut aussi agir, alors on peut prendre le problème à l'envers et essayer de marquer des étapes ici ou là.
Alors moi je dis, bon, par exemple dans la Convention européenne des droits de l'homme, on peut faire un protocole sur le droit à l'hospitalité, ça serait formidable parce que les pays soumis à la Convention européenne des droits de l'homme, à ce moment-là, ils pourraient être justiciables devant la Cour européenne des droits de l'homme des violations au principe d'hospitalité. Ça serait très très bien. Comment on le fait? Vous pouvez avoir des initiatives citoyennes au niveau européen. Bon, c'est pas facile à monter, mais c'est des idées qui sont lancées comme ça. En France, comment on pourrait faire? On pourrait faire une convention sur l'immigration comme on a fait une convention sur le climat, par exemple. Une convention citoyenne. Et puis, je propose un truc c'est très technique, c'est un peu bête, mais il y a eu, je ne sais pas combien, depuis 1945, il y a eu 30 ou 40 modifications du droit des étrangers tout le temps. On change une petite virgule, on change un petit truc, c'est plus compliqué à chaque fois. Bon, vous vous dites, on refonde le CESEDA. Et en tête du CESEDA, vous mettez le présent code définit les conditions dans lesquelles le principe d'hospitalité est mis en œuvre pour les personnes étrangères qui arrivent en France. Ça veut à la fois rien dire et tout dire. Ça veut rien dire en soi, parce que ça va être les règles ensuite qui vont mettre ça en œuvre, mais ça veut tout dire parce que quand on va devant le juge, et je l'ai été, quand on a quelque chose d'écrit comme ça guide l'interprétation. Ça oblige à interpréter dans le sens de l'hospitalité. Et ça change, et le droit, là aussi, peut changer le regard des gens sur les phénomènes sociaux eux-mêmes. Donc là, bon, il faudrait faire un peu de théorie du droit, mais je regrette beaucoup. Depuis 40 ans, on est dans un pays où on fait que de l'économie et de l'efficacité économique. Si au lieu de faire de l'efficacité économique, on disait qu'on réglait nos sociétés un peu avec les valeurs du droit, je pense qu'il y aurait déjà beaucoup de choses qui s'amélioreraient, et d'abord en matière de migration. Voilà. Mais ça c'est pour comment on peut faire. Et puis comment on peut faire? On peut faire aussi plein de petites réformes, et puis en se retournant derrière, on dit ah ben oui, toutes ces petites réformes, finalement, elles expriment et elles construisent le principe d'hospitalité. Et c'est pour ça que dans la deuxième partie du livre, je me suis dit, mais si le principe d'hospitalité, qu'est-ce que commande comme réforme le principe d'hospitalité? Et puis donc, j'ai essayé de passer tout le parcours migratoire pour dire qu'est-ce que ça commanderait comme réforme. Voilà. Donc, on va y venir en particulier dans ce problème des frontières. Le problème des frontières qui sont liées à la fameuse liberté de circulation. Absolument. Alors, les frontières, donc, c'est bien connu. À Calais, en Italie, et ailleurs, les frontières tuent. Le cercle des voisins a une petite banderole aussi qui disait « non aux frontières qui tuent ». C'est pas non aux frontières, parce que les frontières, elles ont aussi un rôle de protection. Mais elles ont aussi un rôle d'empêchement, et surtout pour certaines populations. Amnesty International, je les cite, là, depuis 3 ans qu'a été signé l'accord initial avec la Libye, au moins 40 000 personnes, dont des milliers de mineurs, ont été interceptées en mer, renvoyées en Libye et exposées à des souffrances inimaginables. On le sait tous, les gens sont arrêtés, rackettés. J'étais encore ces jours-ci avec un jeune Guinéen qui a été arrêté 4 fois en Libye. Il a fini par traverser, et puis là, il essaye il est sans papier, bien sûr, hein, comme beaucoup, mais de s'installer ici. Mais c'est un parcours terrible, hein. Et donc, et par ailleurs, donc, c'est cette logique d'encampement, c'est le terme que vous utilisez, oui, dans le texte, qui sont le plus souvent externalisés. Donc, c'est des camps, il y en a au Niger maintenant, il y en a au Maroc pratiquement, en Turquie bien sûr. Et donc, il ne s'agit pas tant d'accueillir les exilés pour leur permettre de faire une demande d'asile ou de séjour, mais de les mettre à l'écart en les rendant invisibles. Voilà ce que vous écrivez, hein. De nombreux exilés sans papier résidant sur le territoire, donc se retrouvent aussi enfermés car ils ne peuvent plus retourner à leur pays. Quelqu'un qui vient et qui cherche à travailler ici, s'il n'a pas émigré pour des questions diverses de son pays, et qu'il n'a plus de possibilité de retourner chez lui, voir sa famille ou quoi que ce soit. Donc voilà. Donc il y a en particulier dans l'ouvrage des propositions dans la délivrance des visas en Europe et en France, puisqu'en Europe, on est dans le contexte Schengen aussi, avec tous les problèmes que ça peut poser aussi. On n'en a pas trop parlé, mais c'est vrai que Schengen consiste aussi à se renvoyer
un peu, entre guillemets, la patate chaude. C'est-à-dire que quand il y a un demandeur d'asile, Absolument, il y a aucune solidarité. on regarde où est-ce qu'il est entré, on le renvoie dans le pays où il est entré, bien, etc. oui. Bon, et des fois, ce sont des pays qui, eux, pratiquent l'expulsion vers des destinations qui ne sont pas toujours les mêmes que la France ou d'autres pays. Bon, bref. Donc, il y a des propositions de facilitation que vous faites dans la délivrance des visas, dont des dispenses de visas, des visas temporaires, de long séjour, humanitaires éventuellement, et donc avec aussi la possibilité d'établir un visa de circulation à la frontière pour quelqu'un qui se présenterait sans visa. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette liberté de circulation? C'est un thème très, très chaud, ça, la liberté de circulation. C'est un thème très chaud, mais je voudrais peut-être juste revenir avant un peu sur la logique même, sur deux choses pour bien que vous compreniez ensuite les... Bon. Je parlais de la Déclaration des droits de l'homme, qui est devenue juridique dans les différentes conventions. Bon. Les droits de l'homme sont, depuis la Déclaration universelle des droits de l'homme, les droits de l'homme sont, par définition, universels. Auparavant, les droits de l'homme étaient les droits, dans la conception française, c'était les droits du citoyen, du national. Donc, quand les étrangers arrivaient, les États avaient tendance à dire « je n'ai pas d'obligation vis-à-vis d'eux ». Et je pense qu'aujourd'hui encore, dans la tête de beaucoup de gens, j'ai pas d'obligation de loger un étranger, j'ai pas d'obligation de soigner un étranger, etc., etc. Parce que les droits, que garantit l'État, les droits fondamentaux, c'est pour les gens qui résident. Rien n'est plus faux. Les droits de l'homme aujourd'hui sont universels. Et ça répond à la question qu'avait posée Hannah Arendt après la guerre. Quand les apatrides avaient été rejetés, étaient sans droit, elle dit aujourd'hui tout le monde a le droit d'avoir des droits. Le droit d'avoir des droits. C'est-à-dire le droit d'opposer à quelqu'un, donc un État qui va être responsable, une autorité quelconque qui va être responsable, leurs droits fondamentaux. Donc ça, c'est essentiel. Comprenez bien que c'est essentiel parce que ça veut dire que les États ne peuvent pas se laver les mains du fait que les droits fondamentaux des migrants sont violés quand ils traversent la frontière ou quand ils sont à Calais ou quand ils sont dans la rue. Hein, c'est déjà extrêmement important. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose que je voulais dire, qui est peut-être plus factuelle, on voit bien que dans le parcours des migrants, on sort de son territoire, on peut passer dans un pays de transit, et puis ensuite on traverse la mer, et puis ensuite on arrive dans un autre, et puis si c'est en Europe, on vous renvoie. Donc il y a tout un parcours. Et dans ce parcours, effectivement, il faut arriver à assurer le respect des droits fondamentaux. C'est pour ça que le principe d'hospitalité, il doit être au maximum international pour arriver à assurer ce respect des droits fondamentaux tout au long de ce parcours. Et puis j'ai peut-être encore un peu plus. Dans ce parcours, il y a les 3 éléments qui étaient dans ma définition. C'est le droit d'entrer dans un autre pays. Enfin, comment on organise l'entrée dans un autre pays alors que les États sont souverains sur leurs frontières. Comment on régit l'accueil des personnes dans le respect de leurs droits fondamentaux, c'est-à-dire au logement, à la santé, à l'éducation, au travail, etc. etc. Hein, bon. Et ensuite, ça c'est une idée qui est chez Kant. Quand quelqu'un arrive, et qui est aussi dans les travaux de Michel Agier, qui est un anthropologue, lorsque quelqu'un arrive dans une communauté, est-ce qu'il s'y installe comme ça ? Ou est-ce qu'il n'y a pas tout un processus par lequel, progressivement, il s'acclimate dans la communauté? Finalement, il y a une sorte de contrat. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, hein? On va appeler ça l'intégration, si vous voulez. Hein? Mais juridiquement, c'est donner le droit au séjour, hein, pour s'installer. Donc, comment on règle, au fond, l'hospitalité? Il faut arriver à régler ces 3 étapes. Hein? La frontière, l'accueil et l'installation. Alors, pour revenir à la frontière, effectivement, aujourd'hui, quand on demande des visas, ceux qui travaillent un peu avec des migrants savent combien c'est compliqué. Là, l'autre jour, j'ai une dame, ça fait 2 ans, elle est réfugiée en France, et ça fait 2 ans qu'elle attend d'avoir un rendez-vous à l'ambassade d'Ouganda pour son mari et ses enfants pour un visa de réunification familiale, et l'ambassade ne répond pas. Bon, là, on fait comment? Hein, voilà. Et là, ça viole un droit fondamental qui est le droit à une vie familiale normale. Bon. Alors, ce que je propose, il y a des personnes qui...
Bon, il y a un gros débat là-dessus, parce qu'il y a des personnes qui pensent qu'on devrait pouvoir franchir la frontière comme ça, librement. Il y a beaucoup de zones dans le monde où c'est le cas. C'est le cas en Europe, par exemple. Les Européens, ils circulent librement. Hein. Il y a une grande zone en Afrique où les citoyens des différents pays peuvent se... Bon. Alors, on peut déjà se dire, on va essayer de faire des conventions régionales ou etc., de dispense de visa le plus large possible. Ça faciliterait déjà les choses, mais il faut une réciprocité, si vous voulez. Il faut que les États soient d'accord réciproquement pour dispenser de visa leurs ressortissants. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, si on admet que l'État a quand même un contrôle sur sa frontière, c'est de dire on va donner les visas beaucoup plus libéralement qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est kafkaïen, les visas. Il faut rentrer dans telle ou telle case, on demande des justificatifs à n'en plus finir, on n'arrive jamais à l'obtenir. Alors moi, je propose là quelque chose de très très simple, que je propose aussi pour le titre de séjour. S'il y a des gens qui ont fait du droit administratif, ils me comprendront tout de suite. En droit administratif commun, quand vous demandez quelque chose à un maire, si le maire ne vous a pas répondu, je ne sais plus si c'est 2 mois ou 4 mois, je ne sais jamais les délais, ça vaut autorisation. Hein, voilà. Et bien on va faire pareil pour les visas. Vous faites votre demande de visa, si l'ambassade n'a pas répondu au bout de 2 mois, ben vous avez votre visa, vous justifiez avec la demande de visa qui a plus de 2 mois, et puis basta. Bon, et ça va sacrément soulager les préfectures, les ambassades et tout ce que vous voulez. Hein. Bon, il faut déposer le dossier avec les justificatifs. Et on va me dire, mais on ne pourra pas contrôler. Avec tous les systèmes informatiques de contrôle des personnes qui existent à travers le monde, qu'on ne dise pas qu'on ne pourra pas contrôler. Hein. Voilà. Bon, donc ça c'est ma deuxième piste et je dois dire que j'y crois beaucoup à celle-là. J'y crois beaucoup. J'y crois d'autant plus que la règle générale, ce qu'on appelle de droit commun, c'est que le silence vaut acceptation. Pourquoi est-ce que pour les étrangers on fait une règle différente? Il n'y a aucune raison qu'ils ne soient pas égaux avec nous là-dessus. Hein. Voilà. Bon. Maintenant, il y aura toujours des gens qui arriveront à la frontière sans visa. Alors là, je dois dire que je me suis beaucoup... J'ai fait une proposition, mais elle est faite pour être débattue. Elle est faite pour être débattue. Je pense qu'il faut quand même qu'il y ait, quand les gens arrivent sans visa, d'abord, il faut comprendre pourquoi les gens n'ont pas pu obtenir de visa, hein, surtout si les visas sont très facilités. Pourquoi ils n'ont pas pu obtenir de visa, ça c'est une première chose. Et puis deuxième chose, pourquoi ils veulent venir en France. Bon, à la limite, ça peut-être... bon. Donc moi, je propose une procédure assez simple, mais ça suppose qu'il y ait des organismes internationaux aux frontières qui puissent accueillir les gens le temps du contrôle. Hein. Ce n'est pas du tout les zones d'attente surveillées par la police, ceux qui savent ce que c'est que les zones d'attente où les gens restent. Non, c'est des zones ouvertes où les gens déposent leur demande de visa de circulation. Et puis, pareil, au bout de 2 jours, s'il n'y a pas de réponse, eh ben, c'est que ça vaut visa de circulation, et puis la personne peut entrer, et le visa de circulation, c'est pour aller faire une demande de séjour ou une demande d'asile. Hein. Voilà, c'est pas pour être irrégulier en France. Donc voilà, c'est la proposition que je fais. Je suis prête à en débattre de cette proposition parce qu'elle suppose quand même un contrôle. Elle suppose un contrôle à la frontière et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent non, il ne faut pas de contrôle à la frontière parce que si on laisse un contrôle à la frontière, l'État répondra non ou laissera les gens en zone d'attente indéfiniment. Donc voilà, il faut organiser ça. Voilà pour le franchissement de la frontière. Juste sur le franchissement de la frontière. Ce qui se passe à La Roya ou ce qui se passe quand il y a beaucoup de personnes en situation irrégulière parce qu'ils n'ont pas pu obtenir de visa, donc à ce moment-là, ils essayent d'entrer quand même. Tu faisais allusion au principe de fraternité. Effectivement, quand les gens arrivent complètement démunis en France, il y a une première étape qui est ce qu'on peut appeler le secours humanitaire. Et le Conseil constitutionnel, dans une décision de juillet 2018, a déjà validé ce secours humanitaire au nom du principe de fraternité. Avec le raisonnement suivant, c'est des humains comme nous, donc on peut leur apporter une aide humanitaire, mais seulement une aide humanitaire. Par contre, on ne peut pas les aider à franchir la frontière. Ça, c'est un délit. Parce que la frontière reste sur la souveraineté de l'État. Mais vous voyez bien qu'on a été chercher un principe fondamental, le principe de fraternité, pour organiser cette étape du secours. Donc si on l'a fait
pour l'étape du secours, on doit pouvoir le faire aussi avec le principe de fraternité, on doit pouvoir le faire aussi pour les autres étapes, de mettre des principes, de rattacher à un principe le droit de l'accueil. Alors c'est ce que j'essaye d'expliquer, en disant qu'il y a des principes qui peuvent être mobilisés, se rattachant au principe de fraternité, le principe d'hospitalité précisément, qui concerne au fond tous les exclus, pas simplement les migrants, mais qui concerne tous les exclus. Et on en a des signes juridiques déjà. Les CADA, quand les gens ne peuvent pas aller en CADA, ils peuvent aller dans des logements d'urgence. Et les logements d'urgence sont régis par le principe de l'accueil inconditionnel. Si le principe de l'accueil inconditionnel, ce n'est pas quelque chose qui découle du principe de fraternité, c'est que je n'ai rien compris. Donc vous voyez, il y a déjà des petits éléments qu'on peut essayer de reprendre pour essayer d'ouvrir cet accueil inconditionnel. Oui, donc la liberté de circulation. Et le deuxième point, c'est sur les demandes d'installation. Alors, sur les demandes d'installation, actuellement, avec les objectifs sécuritaires, alors les objectifs sécuritaires, je rappelle aussi que ça a amené le rétablissement des contrôles aux frontières de l'Hexagone, dans le cadre suite aux attentats de 2015 en particulier, voilà, donc, mais qui sont essentiellement liés au passage des étrangers, des migrants. Ouais. Donc, cet objet... Juste faire une petite parenthèse, oui. Là, la Cour de justice de l'Union européenne, c'est-à-dire c'est le droit de l'Union, c'est pas la Cour européenne des droits de l'homme, vient de dire qu'on pouvait rétablir les contrôles aux frontières intérieures dans l'espace Schengen pour 6 mois et que si on voulait les reprolonger, il faut trouver un autre motif. Nous, on les a, depuis 2015, tous les 6 mois. Évidemment, l'État français a reconduit son contrôle aux frontières, ça vaut pour l'Espagne, ça vaut pour l'Italie, etc. Et la CIMAD, l'OGICI, etc. ont fait un référé au Conseil d'État. Un référé, c'est une procédure d'urgence. Pour dire au Conseil d'État, quand même, là, le gouvernement se moque de nous, vient d'avoir un arrêt de l'Europe nous disant qu'on ne peut pas renouveler sans des nouveaux motifs. Le Conseil d'État, extrêmement prudent, a dit circuler, il n'y a rien à voir, ce n'est pas urgent. Voilà. Donc, sur la demande d'installation, je reviens. Donc, c'est actuellement avec ces objectifs sécuritaires, depuis une dizaine d'années, depuis les réformes de Nicolas Sarkozy, toute la politique de l'immigration est rattachée au ministère de l'Intérieur. Absolument. Donc, y compris les visas, la politique vis-à-vis des étrangers malades, c'est eux qui décrètent si un étranger est vraiment malade ou pas, et même maintenant sur l'instruction des autorisations de travail, puisque jusqu'à maintenant c'est géré par la direction du travail. Donc, il y a une volonté vraiment politique de mettre ça dans les mains de l'Intérieur, du ministère de l'Intérieur, qui est assez spéciale. En plus, les difficultés d'accès pour les demandes de séjour aux préfectures sont démultipliées par la dématérialisation. Ça, c'est à la mode partout, vous le savez. Et alors, dématérialisation pour des migrants qui, bien souvent, ne parlent pas français, ça devient très, très difficile. Et puis, en plus, il faut encore avoir un accès à Internet et tout est quanti. Donc, mais même sur des procédures de naturalisation, ça sort un petit peu du cadre, mais il n'y avait pas de possibilité de prendre des rendez-vous à la préfecture. J'avais aucune disponibilité. Donc, vous pouvez passer des mois à essayer d'avoir un rendez-vous. Alors, les queues, on ne les voit plus dans la rue. Elles sont sur Internet, elles sont invisibles. Là aussi, c'est de l'invisibilisation. On retrouve tout ça. Et donc, actuellement, en plus, ce sont des titres de séjour d'1 an, renouvelables. Donc, quand le titre de séjour est obtenu, il faut pratiquement déjà le renouveler, parce qu'en plus, c'est des procédures qui sont longues et onéreuses, parce que c'est plus de 300 € un timbre pour un visa de séjour. On se trouve avec des personnes au centre de rétention qui sont venues là parce qu'ils n'ont pas pu payer le timbre, simplement. Ils avaient leur autorisation de séjour, mais ils n'ont pas pu payer le timbre. Il faut le payer quand même, 300 €. Et en plus, ils obtiennent souvent un simple récépissé, qui bien souvent ne donne même pas le droit de travail, le récépissé. Donc c'est un maintien dans la précarité, en fait. Donc là-dessus, vous proposez une simplification des procédures de régularisation, de fixer à 5 ans minimum la durée du premier titre de séjour, d'ouvrir le droit de travail aux exilés en demande d'installation, au nom de l'hospitalité. Alors sur quelle base juridique et par quel moyen on pourrait mettre ça en musique? Alors, par quel moyen je peux mettre ça en musique? Après le franchissement de la frontière, on en est là. Il y a l'étape d'accueil. Il y a l'accueil. Bon.
Aujourd'hui, les demandeurs d'asile, il y a des procédures d'accueil pour les demandeurs d'asile. Effectivement, ils sont logés, ils ont la PUMA, etc. Bon. Mais pour tous les autres, il n'y a absolument rien. Hein, et les déboutés du droit d'asile, encore moins. Bon. Donc, là, ce que je propose, c'est... il y a les aspects procéduraux, puis il y a les aspects de droits fondamentaux. La situation actuelle conduit à l'indignité, conduit au fait que les gens sont dans des situations sans logement, sans santé, etc., des situations complètement indignes. Donc déjà, il faut rétablir tous ces droits-là. Donc au nom de l'hospitalité qui dérive de la fraternité, et qui permet d'éviter que les gens soient exclus, je propose qu'on leur reconnaisse un certain nombre de droits fondamentaux. Et ces droits fondamentaux, c'est exactement ceux qu'on a reconnus aux Ukrainiens. Le droit au logement, le droit à la santé complète, pas simplement des petits bouts d'AME, là, d'aide médicale d'État. Le droit à l'éducation, ça, il est déjà reconnu. Le droit au logement et surtout le droit au travail. Parce que si les gens travaillent, en plus, si les gens travaillent, d'abord, ils sont autonomes financièrement, c'est un élément de leur dignité, mais c'est beaucoup plus intéressant si les gens travaillent. Parce que si les gens travaillent, et c'est le troisième principe, fraternité, il y a la solidarité, il y a l'hospitalité et il y a la solidarité. Quand les gens travaillent, ils cotisent, ils payent des impôts, même s'ils n'ont pas encore de titre de séjour. Ça veut dire qu'ils participent à la société. Et Alain Supiot parle là de citoyenneté sociale, indépendamment d'une citoyenneté civique, citoyenneté sociale. Et vous voyez bien que si on reconnaît ces droits fondamentaux-là aux gens, ils vont pouvoir participer à la société et progressivement s'y intégrer. Ils pourront être des éléments de cette solidarité et en même temps avoir des droits à égalité avec les Français qui travaillent. Donc, cette reconnaissance du droit fondamental est une reconnaissance. Alors, dans les termes de Hannah Arendt, ça veut dire qu'il est reconnu dans une société politique où il a les mêmes droits que les autres. Vous voyez jusqu'où ça va? Alors ça, c'est la phase de l'accueil. Mais c'est ce qu'on fait pour les Ukrainiens, j'invente rien. C'est ce qu'on fait pour les Ukrainiens. Alors pourquoi on ne peut pas le faire pour les autres? On peut évidemment le faire pour les autres. Si vous prenez les chiffres, il n'y a pas tellement on délivre grosso modo 300, même pas 300 000 titres de séjour par an. Enfin, c'est bon. Je vous donne quelques chiffres bon. Donc voilà, pour moi, ça c'est l'étape de l'accueil. Formellement, comment vous l'organisez cette étape de l'accueil? Tu as très justement dit qu'à l'heure actuelle, tout est centralisé au ministère de l'Intérieur avec l'OFI, là, qui fait soi-disant des cours de langue. Bon. Ce que je propose, et ça c'est en m'inspirant, encore une fois, je m'appuie que sur ce qui existe, les expériences de l'ANVITA, ça serait de faire dans les villes ou dans des territoires des bureaux d'accueil des migrants qui seraient chargés une compétence décentralisée des territoires, pas une compétence du ministère de l'Intérieur, une compétence décentralisée des territoires, qui se chargerait effectivement de mettre en œuvre le droit au logement, le droit, etc., etc., etc. Bon, sur le plan décentralisé, avec tous les collectifs de citoyens qui sont prêts à faire des choses là-dessus. Et ces bureaux d'accueil décentralisés ne seraient pas rattachés au ministère de l'Intérieur, mais seraient rattachés à un office interministériel rattaché au Premier ministre, parce que les questions d'immigration, ce n'est pas que des questions d'ordre public, c'est des questions générales, de respect du droit des gens. Vous voyez ? Entre parenthèses, dans le traité de Schengen, la question de l'immigration, elle est dans le paquet sécurité. Justement, elle n'est pas dans le paquet affaires étrangères ou dans le paquet intérieur. Et ça change tout. Alors, c'est pour ça que c'est pendant qu'il a inventé cette réforme, il y a eu un rapport qui a été fait l'année dernière par des praticiens de l'immigration qui le proposait déjà. Là, voilà, on a une réforme qui manifeste le principe d'hospitalité. Vous comprenez bien. Alors ensuite, sur les procédures. Sur les procédures, on va demander son titre de séjour, sauf si vous admettez la liberté d'installation, mais bon, moi je ne suis pas trop pour la liberté. Enfin, je trouve normal qu'il y ait un projet, un échange et un acte qui disent vous pouvez rester. Et je pense que si les gens ont le droit au travail, ça sera beaucoup, beaucoup moins problématique que ce n'est le cas aujourd'hui, parce que l'intégration, elle se fera plus progressivement, puis on peut faire des procédures plus rapides. Alors, 2 mots là-dessus. D'abord, sur les titres de séjour, même principe que pour les visas. Vous déposez votre demande de titre de séjour avec tous les papiers, et puis s'il n'y a pas de réponse au bout de 2 mois, vous avez votre titre de séjour. Comment ? On n'a pas le papier, on peut pas... Si, vous avez le papier qui justifie du dépôt. Du dépôt, mais est-ce que par rapport à un contrôle de police
Ah ben vous justifiez du dépôt. Et puis ensuite, vous allez à la préfecture pour qu'ils vous donnent le titre, mais ils sont obligés de vous le donner, puisqu'ils ont. Sinon, on entre dans autre chose. Si vous ne le donnez pas, c'est un retrait de décision créatrice de droit en droit administratif. Enfin, ça, c'est autre chose. Hein. Bon. Mais sur le principe. Hein. Bon, voilà. Et puis, sur la dématérialisation, alors, je voudrais quand même dire que le Conseil d'État vient de dire, que les systèmes dématérialisés mis en place localement étaient illégaux. Quand c'est mis en place localement. Et la procédure nationale qui a été mise en place de dématérialisation des demandes de titre de séjour, qui a été, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui a été mise en place par un décret de l'année dernière, un peu plus d'un an, en mars 2021 de mémoire, a été partiellement annulée. Il est dit que le Conseil d'État dit qu'on peut faire ces procédures dématérialisées, mais qu'il faut s'assurer que les gens soient accompagnés, ce qui suppose une démultiplication des procédures d'accompagnement dans les préfectures pour les gens qui n'ont pas Internet, et que quand Internet n'est vraiment pas possible, on doit donner une autre voie d'accès aux personnes. Donc, autrement dit, la dématérialisation à outrance vient de subir un sacré coup. C'est valable pour les étrangers, c'est aussi valable pour... à vrai dire, pour tout. Et je dois dire là, en tant que défenseur des droits, je suis bien contente parce que j'ai problème avec les CAF liés à la dématérialisation. Pardon, il y en a quelques-uns. Voilà, ça c'est sur la dématérialisation. Mais j'en parle, sur la dématérialisation, je dis tout simplement qu'il faut laisser la possibilité aux gens d'avoir une voie alternative, ce qui semble une évidence. Mais si on va dans le sens que j'indique, à savoir que le silence vaut consentement, ça sera déjà beaucoup, beaucoup moins problématique parce que les procédures ne dureront pas à outrance. Donc voilà pour les procédures de titre de séjour. Alors, on a un dernier point à débattre avant de passer aux questions et au débat avec vous. Là, c'est donc avec le cercle des voisins en particulier, puisque c'est notre raison d'être, si je puis dire. On s'en serait passé, mais enfin, c'est comme ça depuis 2006. Nous constatons régulièrement la cruauté des procédures de rétention, qui créent bien souvent des situations absurdes. Alors, régulièrement, arrêter des personnes qui rentrent dans leur pays, par exemple. Alors ça, c'est régulier, aux frontières d'Espagne, en particulier, vers le Pertus. On a régulièrement les bus qui sont arrêtés. On nous envoie des gens qui sont en train de rentrer, qui au Maroc, qui en Amérique latine, etc. Bon, et qui perdent bien souvent leur billet, en plus. C'est d'une absurdité totale. Des exilés peuvent être privés durablement de liberté et mis en rétention, alors même qu'ils ne pourront pas être éloignés. Ça, on le sait, il y a des apatrides, il y a des choses comme ça, on les referme parce qu'ils n'ont pas de papier, et ils y reviennent plusieurs fois. Je ne dis pas qu'on a des abonnés, mais en fait, il y a des gens qui sont régulièrement réenfermés. Cette durée de rétention qui est passée depuis 7 jours, c'était en 1984, c'est 90 jours aujourd'hui. 90 jours, 3 mois enfermés dans un centre où il n'y a rien à faire. Je vous dis, il n'y a aucune activité là-dedans. Qui plus est, dans 40%, les gens sont libérés. Sont soit libérés par les juges, pour différentes raisons, juge de liberté, juge administratif, soit par la préfecture, parce que finalement ils s'aperçoivent que ça ne débouche pas, et donc, ou parce que justement, ils ne font pas la diligence suffisante pour les expulsions. Donc 40% des cas ne sont pas justifiés, puisqu'on libère les gens. En plus, actuellement, et depuis déjà pas mal de temps, il y a un nombre de plus en plus important de sortants de prison qui sont éloignés pour des raisons d'ordre public. Alors ça, c'est des décisions aussi de l'intérieur, des décisions de police, qui sont placés au centre de rétention à la levée d'écrou. Et ces gens-là, régulièrement, considèrent généralement que c'est pire que la prison. Dans la prison, vous avez quand même quelques activités. Au centre de rétention, vous n'en avez pas. De ce fait-là, là aussi, c'est aussi une forme d'organiser l'errance, puisque beaucoup de sans-papiers préfèrent vivre dans la clandestinité plutôt que de faire une demande de régularisation, parce qu'ils se font repérer par la préfecture et qu'en cas d'échec, ils risquent de passer en rétention. Donc, la boucle est bouclée, là, encore une fois. Alors, on peut rajouter un détail, c'est quand même le coût qui est très important, le coût humain de la police aux frontières. Alors, rien que le centre de rétention de Corne-Barré, vous avez plus de 120 policiers qui travaillent là quand même. Ils ne sont pas tous en permanence, mais enfin, 120 policiers. Une capacité a tellement de 80 personnes, de 80 retenues, je crois. 120 retenues à peu près. 120 retenues, oui. Bon, donc c'est quand même, puisqu'on a besoin de policiers dans ce pays, c'est bien connu, donc on pourrait les utiliser à d'autres fins. Et un moyen matériel et de transport, parce que régulièrement, on a des
des retenues qui arrivent de l'autre bout de la France, hein, de Reims, de Lyon, de Nice, etc. C'est permanent. Et quand ils sortent en plus, bien souvent, l'administration ne se change pas de les raccompagner. Donc c'est en fait l'association qui le fait à ce moment-là. Hein. Donc et puis en plus, il y a tout ce qui est toute la mobilisation de l'appareil judiciaire. Je me rappelle, ils travaillent 7 jours sur 7, les juges. Hein. C'est 7 jours sur 7. Hein, il y a des permanences du JLD parce que les délais sont très courts. Et donc, c'est une justice d'urgence qui n'est pas vraiment une bonne justice. Hein. Donc, cette rétention, ça semble vraiment antinomique avec la notion d'hospitalité. Est-elle vraiment nécessaire? Hein? Bon, oui. Alors là aussi, je vais revenir, parce que j'aime bien les principes en droit. Il y a un principe fondamental qui est la liberté d'aller et venir. Jusqu'à preuve du contraire, les sans-papiers ne sont pas des délinquants. Ce n'est pas un délit pénal d'être sans-papier. Donc, si ce n'est pas un délit pénal d'être sans-papier, pourquoi est-ce qu'on vous met en rétention? Pourquoi est-ce qu'on vous prive de votre liberté d'aller et venir? Là, pour moi, il y a une contradiction totale. Alors, le Conseil constitutionnel s'est évidemment penché sur la question quand on a introduit la rétention. Ils ont dit oui, alors on peut le faire uniquement pour un délai très très court. Et je me souviens, j'avais rencontré Guy Canivet qui avait siégé là. Il m'a dit oui, je me souviens quand on a introduit la rétention, on s'est gratté la tête longtemps en se disant est-ce qu'on peut introduire la rétention par rapport à la liberté d'aller et venir. On l'a fait pour des raisons d'ordre public parce que il fallait quand même qu'on ait les gens sous la main le temps de pouvoir les expulser. Mais enfin, on a mis ça dans des délais extrêmement courts. 3 jours à l'époque ou 4 jours à l'époque, qui sont devenus 90 jours, et sans aucun contrôle en matière de détention. Le principe est que c'est un juge, le juge de la liberté et de la détention, qui autorise le placement en détention. Là, la préfecture a le droit de mettre les gens en rétention, et ensuite, mais après seulement, on saisit le juge, non pas de la validité du placement en rétention, mais du maintien en rétention. Donc là, on est vraiment dans un droit qui est totalement dérogatoire. Totalement dérogatoire. Donc moi, je dis, on ne peut pas effectivement maintenir le principe de la rétention avec un principe d'hospitalité. Pour Kant, c'est quelque chose que je cite en début d'ouvrage, l'hospitalité, c'est de ne pas traiter les gens en ennemis. Et ensuite, on peut pas Kant ajoute, on peut pas les renvoyer parce que comme la Terre est ronde, ils peuvent pas circuler à l'infini. Bon, ce qui veut dire entre parenthèses que puisque la Terre est ronde et que les gens peuvent pas circuler à l'infini, pour régler ces questions-là, il faut bien que les États soient solidaires entre eux. Ça va très loin, la réflexion de Kant. Bon, bref. Donc, si on ne veut pas traiter les gens en ennemis, eh ben, on ne les place pas en rétention. Alors, dans le livre, je dis, si jamais la rétention est nécessaire, je pense, par exemple, quelqu'un qui sort de prison, qui a commis un délit très grave, etc. Il peut y avoir quand même des raisons d'ordre public ou de sécurité qui imposent... alors, je dis à ce moment-là, c'est sur autorisation du juge des libertés, et c'est pour un délai très court, uniquement l'organisation du transport de l'extérieur. Je sais pas, je mets 15 jours parce que je me dis mais 15 jours c'est peut-être déjà trop long. C'est le temps d'arriver à faire venir l'avion. Il faut que vous sachiez quand même aujourd'hui que les gens sont en rétention pendant 90 jours et pendant ce temps-là, Frontex organise des charters qui vont d'un pays européen à un autre pays européen et qu'à ce moment-là, ils cueillent les différentes personnes retenues qu'on veut expulser. Bon. Une expulsion, ça coûte 19 000 €. Vous avez compris. Donc, ça serait quand même beaucoup, beaucoup plus simple de dire que la rétention, qu'on supprime la rétention, sauf cas très, 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 très exceptionnel et pour une durée très, très limitée. Voilà. Et qu'en tout cas, la France s'est déjà fait condamner je ne sais trop combien de fois pour avoir mis des enfants en rétention. À l'Assemblée, ils discutent encore en se grattant la tête pour savoir si on va l'interdire dans la loi. On doit l'interdire dans la loi puisque la Convention européenne des droits de l'homme le dit et que la Cour européenne des droits de l'homme nous a déjà condamnés un certain nombre de fois, ce qui veut dire qu'il serait bien qu'on obéissent aux arrêts de la Cour européenne. Le défenseur des droits ne le soulève pas, ce problème. Si, il y a eu des décisions du défenseur des droits. Oui. Ah non, mais alors, dans toutes les questions que je vous ai dites là, le défenseur des droits
la Cour européenne des droits de l'homme, etc. Les États se sont fait condamner je ne sais trop combien de fois. Je cite dans mon bouquin une phrase de Michel Bachelet du Comité des droits de l'homme de l'ONU qui dit que malgré les multiples violations des droits qui ont été constatées, jamais un État n'a été condamné. Je donne un exemple. Le GISTI a fait une action contre la France qui a livré des vedettes à la Libye pour faire le garde-côte, là, avec les enfants renvoyés en esclavage, en disant complicité de traitements inhumains et dégradants, etc. Bon. Réponse de la juridiction française, c'est un acte de gouvernement. La théorie des actes de gouvernement, c'est-à-dire que ça échappe au juge, c'est de la pure politique, ça échappe au juge. Bon. J'insiste là-dessus, parce que ce que vous me dites, on a été condamné 25 fois, mais pour l'instant, les États s'en fichent. Bon, donc comment on fait pour qu'on s'en fiche plus ? Je pense que la guerre en Ukraine nous donne une bonne leçon. On se rend compte avec la guerre en Ukraine qu'il y a eu une juridicisation des crimes de guerre très rapide et que la question de la possibilité de traîner ceux qui violent des droits fondamentaux, parce que c'est de la violation des droits fondamentaux, devant des juridictions internationales, et notamment devant la CPI ou devant des juridictions nationales, apparaît comme un élément central qui permet peut-être de penser un règlement du problème ultérieur. Je pense qu'en matière de migration, on était exactement au même point. C'est-à-dire qu'il faut arriver à dire que les États doivent être responsables. Là encore, j'ai eu la chance de discuter avec Mireille Delmas-Marty, ça fait un peu plus d'1 an. Et elle m'a dit très clairement, je pense que ce qui se passe en Méditerranée ou en Libye, c'est des crimes contre l'humanité. Parce qu'il y a effectivement des atteintes systématiques aux droits de l'homme. Et qui dit crime contre l'humanité dit compétence de la Cour pénale internationale. Et je crois, j'ai beaucoup parlé des traités, etc., mais personnellement, je pense que la question, le principe d'hospitalité, une des vertus du principe d'hospitalité, c'est de dire que si on met ce principe, à ce moment-là, il faudra que les États en répondent, et en répondent devant des juridictions. Si on met simplement une déclaration que le principe d'hospitalité, ça ne suffira pas. Il faut organiser le traitement juridictionnel des violations du principe d'hospitalité. Alors, je fais un certain nombre de propositions aussi de ce point de vue-là, mais qui me semblent très, très, très importants. C'est vrai pour le principe d'hospitalité, je pense que c'est vrai plus largement pour les droits de l'homme aujourd'hui. Effectivement, il n'y a pas suffisamment de sanctions des États sur ces violations-là. Il faut s'attaquer à Dublin 3. Alors, ça, c'est... Oui. Il faut s'attaquer à Dublin. Alors, à mon avis, Dublin pose une autre question par rapport à ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il faut une solidarité des États. Bon. Dublin, c'est le contraire de la solidarité des États. Hein, puisque finalement, vous êtes arrivé là, ben c'est cet État-là qui est là et les autres s'en lavent les mains. Les réformes qui sont en train d'être faites, c'est peut-être chacun dira qui il peut prendre comme migrant, mais ceux qui n'en veulent pas, eux, ils assumeront le coût des expulsions. Je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça extraordinaire. Vous êtes solidaire, mais parce que vous assumez le coût des expulsions. Bon, on marche sur la tête. Hein. Et il est clair, alors ça c'est la grande idée de Madame Delmas-Marty, il faut une responsabilité, elle dit solidaire et partagée, c'est-à-dire que tous les États n'ont pas forcément la même responsabilité. Vous comprenez bien qu'un petit pays qui n'a pas un rond, qui n'a pas de ressources, ne peut pas être responsable comme les pays d'Europe, ou celui dans lequel il y a des catastrophes climatiques. C'est le même problème pour le climat. Ce sont les pays qui n'ont pas de ressources qui vont subir les plus grands dommages, et les pays riches qui vont s'en laver les mains. Donc il faut organiser, ça, elle l'explique très bien, cette responsabilité partagée des États en fonction des responsabilités de chacun. Alors, je reprends un peu cette idée en disant qu'en droit, la responsabilité solidaire, c'est la possibilité de demander à un des débiteurs solidaires l'intégralité de la réparation, à charge pour lui ensuite d'aller se retourner contre les autres. Je pense que ce principe pourrait avoir une certaine utilité dans ce domaine-là. Alors, je vais faire juste un petit mot de conclusion et puis donner deux informations. Alors, un petit mot de conclusion. D'abord, un élément que vous donnez dans le texte aussi, c'est la racine hostis, qui signifie étranger, en latin bien sûr, est à la source aussi bien de hostile, l'ennemi, que de hôte ou hospitalité. Donc voilà, c'est quand même intéressant à savoir. Ça veut bien dire que ce n'est pas si simple. Ouais. Alors,
Ça c'est un extrait de la conclusion, nous ne vivons pas une crise migratoire, même si les migrations s'accélèrent au XXIe siècle, mais une crise de l'accueil en Europe, une crise de la solidarité entre pays, une crise de la justice, compte tenu de l'impunité, de la violation des droits fondamentaux des migrants, particulièrement aux frontières. Voilà, donc ça résume un peu ce que vous disiez à l'instant. Alors, voilà. Deux informations après que je donne tout de suite, après on rentre dans le débat. Vous aurez peut-être des petits flyers. Ça, c'est la journée mondiale des réfugiés qui a lieu ce mois-ci. C'est mondial, hein, c'est la journée mondiale. Le 20 juin, c'est un samedi. Il y a une déambulation qui est prévue place. Ah, excusez-moi, oui, c'est un lundi, oui, je décale. C'est qui est à partir de la place Saint-Pierre à 17h30 le 20 juin, une déambulation qui est jusqu'à la place Olivier, c'est pas une grande marche. Et le 22 juin aussi, c'est au musée des abattoirs, vous avez de 14 à 17h des rencontres sur l'accueil des réfugiés. Donc ça, c'est un premier point. Et je signale aussi, et vous aurez aussi des flyers à la sortie si vous le souhaitez, il y a l'ouvrage de Marie-Laure Morin qui est repris avec Espace Marx et un certain nombre d'associations aussi qui participent au débat, Attaque, l'Université populaire, la CIMAD, donc qui est repris par un débat le même mercredi 22 juin, mais c'est en soirée, à la Maison des associations. Non, pardon, à la Maison de la Citoyenneté Rive-Gauche, qui est au métro Saint-Cyprien. Hein. C'est à 20h15. Donc, vous aurez des flyers si ça vous intéresse, prenez-les à la sortie. Voilà. Alors, voilà, j'arrête là. Et puis maintenant, place au débat et aux questions. On a encore un petit peu de temps. On a été très long. Oui. Je passe le micro. Qui est d'accord que les prisonniers aillent au centre de rétention. Pas forcément. Oui, mais pour moi, je trouve que c'est double peine. S'ils ont fait le temps de prison, s'il faut après qu'ils aillent en rétention, c'est pas normal. Et pourquoi la prison ne s'occupe pas de leur départ? Oui, alors ça, non, simplement parce que effectivement, vous pouvez avoir par exemple des décisions de justice qui donnent une peine de prison et puis qui prononcent une interdiction du territoire, hein, une peine juridictionnelle qui prononce une interdiction du territoire. Et donc à ce moment-là, il faut les expulser, effectivement. Mais effectivement, on pourrait très très bien penser que c'est la prison qui s'occupe de les expulser sans passer par la case rétention. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Oui, bonsoir. Merci pour vos explications, vos éclaircissements. Alors, vous expliquez que la crise ukrainienne, face à l'émotion soulevée par cette crise, on a trouvé le bon texte pour accueillir des Ukrainiens. Mais il y a un article de presse de la semaine dernière qui expliquait que l'administration est en train de détricoter ce texte au sens où il y a Ukrainiens et Ukrainiens. Oui. Donc il y a des gens qui viennent d'Ukraine, mais qui ne sont pas tout à fait des Ukrainiens purement. Ouais, alors, oui. Donc cela existe, alors, je ne sais pas trop où, en Algérie, en Syrie, etc. Alors, deux éléments de réponse. Un, la directive européenne sur les personnes déplacées, en grand nombre, elle date de 2001. Donc elle est bien antérieure même aux événements d'Afghanistan. Et ce qui avait été envisagé, c'est effectivement un déplacement massif de population. C'était après la guerre du Kosovo où on avait déjà eu ces déplacements massifs. Donc envisager comment on fait pour accueillir les gens quand il y a un déplacement massif. On ne va pas encombrer les guichets d'asile. Donc voilà, donc on a pris cette directive. La directive, elle s'applique... alors, il y a une marge d'application pour les États. Normalement, c'est les nationaux du pays, leurs familles, au sens très large, hein, c'est les personnes qui vivent dans le même logement. Et les pays peuvent, ceux qui avaient déjà le statut de l'asile dans le pays, et les pays membres peuvent étendre ou ne pas étendre la protection qui est donnée par ce texte à des personnes non ukrainiennes se trouvant en Ukraine. C'est des personnes non ukrainiennes. Bon. L'Espagne, l'Italie ont étendu la protection à des personnes non ukrainiennes. La France n'a pas voulu étendre la protection à des personnes non ukrainiennes. Et ce dont on se rend compte très très bien à travers ça, c'est que, je parlais des bons réfugiés et des mauvais migrants, il y a les bons déplacés et les mauvais déplacés. Et on se rend bien compte qu'effectivement, parce que y a, du point de vue du principe d'égalité, il n'y a aucune raison
ces personnes sont dans la même situation. Donc c'est simplement une décision politique et procédurale qui fait que ces personnes-là ont été exclues du champ d'application de la directive. Voilà. Mais ce qui est scandaleux, effectivement, moi quand j'ai fait le petit préambule du texte, je crois que c'était au mois de mars, c'était un mois après la guerre en Ukraine, et je me posais la question, parce que normalement, les personnes qui arrivent, qui ne bénéficient pas du statut, ils sont convoqués à la préfecture, et on doit pouvoir examiner avec eux leur possibilité de séjour en France. Rien n'interdisait de donner une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou autorisation d'études, hein. Rien n'interdisait de leur donner ça. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on les a fait lambiner pendant 3-4 mois et que maintenant on leur donne des OQTF, c'est-à-dire qu'ils pourront se retrouver en rétention, ces gens-là. Bah oui. Mais on en a parlé à propos d'étudiants. Oui, c'est des études. Africains. Des étudiants. Oui, vas-y. Moi, je n'ai entendu parler que d'étudiants d'origine africaine, pour Oui, la c'est ça. plupart, que les Polonais refoulaient. Alors en France, on n'en parle pas du tout de ce problème. Ah, ça, c'est encore autre chose. Ben, Ça, c'est encore autre chose. n'ayant pas Non, ça, c'est le problème du franchissement de la frontière que vous posez. Il y avait une convention, l'Europe et l'Ukraine avaient une convention de dispense de visa, ce qui explique que les personnes venant d'Ukraine, les Ukrainiens, aient pu entrer sans avoir à demander un visa. En Angleterre, il y avait besoin d'un visa, ils ont mis en place une procédure accélérée. Hein. Bon. Effectivement, les Polonais ont refusé de recevoir des étudiants étrangers parce les Polonais ont dit mais pour vous, vous êtes étranger, donc pour vous, il vous faut un visa. Bon. Mais c'était effectivement, compte tenu de la situation, parfaitement scandaleux. Parfaitement scandaleux. Et ça montre bien qu'effectivement, moi, il me semble qu'on voit bien que le racisme qui est sous-jacent à tout ça quand même. Hein. Bon. Indépendamment du fait que quand on regarde un peu l'histoire, c'est connu que quand il y a des événements comme ça, les réfugiés vont dans les pays voisins. Ils ne vont pas forcément très loin. Mais de là à dire, il y a un fait, ça va dans les pays voisins, ça ne va pas forcément à l'autre bout du monde, surtout qu'aujourd'hui, c'est quand même plus facile d'aller à l'autre bout du monde. Et de dire, seuls les pays voisins doivent s'en occuper, et puis nous, on n'a rien à voir, ce qu'on a dit pour l'Afghanistan, hein, ce que Macron a dit texto, enfin, il l'a dit avec un peu plus de phrases que je ne le fais, mais c'est ce qu'il a dit pour l'Afghanistan, alors qu'il y avait beaucoup d'Afghans qui venaient jusque chez nous quand même. Hein. Alors, vous avez dit au début de vos propos que le droit naît du mouvement de la société. Ça m'a beaucoup marqué parce que c'est vraiment très juste. Alors quand j'observe le mouvement des sociétés en Europe et un peu partout dans le monde, ça me rend très pessimiste. Et vos propos tombent un peu à plat lorsqu'on... Ah oui, parce que vous semblez être d'un optimisme, enfin, je ne dirais pas d'un optimisme, mais enfin, vous proposez des choses qui sont tellement contraires au mouvement de la société que je suis un peu perdu. Alors, je vais vous dire, moi, quand j'ai écrit, je me suis dit, au contraire, on va me dire que j'étais trop timide. Parce que par rapport à des propositions d'autres mouvements, qui sont beaucoup plus radicales, notamment sur la liberté de circulation et d'installation. Bon. Non. Donc justement, j'ai essayé au contraire de prendre une posture plutôt modérée en disant, vous voyez, à travers telle ou telle réforme concrète, on peut faire progresser les choses. Voilà. Et ensuite, quand vous me dites, je pense que le droit naît du mouvement de la société, mais je pense qu'on est depuis 40 ans. Enfin, ça, c'est bon. Des gens l'ont écrit beaucoup mieux que moi. On est dans une conception du droit qui n'est pas un droit fondé sur les valeurs, qui est un droit fondé sur l'efficacité économique. Donc, il faut continuer à plaider pour un droit fondé sur les valeurs, parce que sinon, on n'en sortira jamais. Bon, donc là, c'est pas simplement une question d'optimiste. Là, j'ai une attitude militante. J'ai vraiment une attitude volontairement militante pour dire attention. On ne fait pas assez.
alors, la préface de Plenel le dit très très bien. Hein. La préface de Plenel, j'ai été vraiment très très heureuse qu'il accepte de le faire. Il a dit on ne se rend pas compte que ces violations massive des droits fondamentaux, ça concerne les migrants, mais demain ça concernera d'autres personnes, nous mène à la catastrophe, parce que ça mine nos démocraties, et on voit bien d'ailleurs que ça mine nos démocraties, parce que ça exacerbe les égoïsmes, etc., etc. Ça mine nos démocraties. Donc, vous parlez du mouvement de la société. Oui, pourquoi la société en arrive à refuser? Mais la société, c'est ce que vous disent les... Non, c'est ce que vous disent les médias dans les sondages et les sondages d'opinion. Effectivement, quand je parle de toutes les expériences de ville accueillante, il y a un bouquin que je cite de Michel Agier où ils ont recueilli des tas de témoignages mais très, très, très multiples et très concrets, très pratiques d'accueil. Moi, je pense au contraire mais par contre, il faut le valoriser, ça. Il faut le mettre en avant, il faut le dire, parce que je pense effectivement qu'en réalité, l'opinion de la société, elle est largement forgée par des politiques qui sont tétanisés. Bon. Or, plus ils sont tétanisés, plus ils nous font courir à la catastrophe. Donc, il serait peut-être temps de dire, attendez, on peut faire autrement, on peut faire autrement. Donc, c'est aussi des États qui ont une histoire coloniale. Aussi, c'est vrai. Donc, l'esprit... avant d'avoir des valeurs humaines, en effet, il va falloir se départir de cet esprit colonial. Non, mais c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Oui, alors il y a tout un travail aussi sur les villes refuges, sur l'habitat, les villes en France. Il y a le cas fameux de Riace en Italie. Le livre, je vous reconseille le livre de alors il y a le livre sur Mimmo Lucano, qui était le maire de Riace, voilà. Ici, là, vous l'avez ici, là. Je ne sais pas s'il est à la librairie. Il faudrait demander à Hélène, je ne sais pas si elle l'a. Oui. Qui vient de sortir. Hein, donc, alors, je vous rappelle, il a pris 14 ans de prison, le maire. Alors, 14 ans de prison, à savoir par des juges italiens. Alors, il n'y a pas le principe de fraternité dans la Constitution italienne, j'imagine, mais 14 ans de prison sous la pression des groupes mafieux, parce que dans le sud de l'Italie, dans la Calabre en particulier, ça ne les arrangeait pas du tout d'avoir des migrants qui soient régularisés, qui travaillent normalement. Et ils préfèrent avoir de la main-d'œuvre taillable et corvéable, parce que quand on a des sans-papiers, et vous l'avez bien vu, c'est le Stade de France. Le Stade de France, ils viennent de régulariser je ne sais pas combien de sans-papiers, parce que les gars se sont mis en grève, et le Stade ne serait pas prêt pour les Jeux Olympiques, là, maintenant. Donc, oui, on est dans ce contexte-là. Mais il faut bien voir aussi à quoi sert le fait de maintenir des sans-papiers chez nous. Hein. Économiquement, on n'en a pas parlé, ce n'est pas dans le sujet, mais ça fait partie du débat aussi. Hein. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec votre remarque, si vous voulez. Mais si j'ai fait ce bouquin, c'est bon à ma toute petite place, mais c'est aussi pour dire, vous voyez, on peut avoir un autre regard sur l'immigration, et il y a des solutions pratiques, il y a des solutions juridiques et des solutions pratiques. Et puis le deuxième message, c'est que c'est pour moi une question absolument centrale pour la démocratie et l'état de droit. Hein. Parce que c'est effectivement, on s'habitue à ces violations, si vous voulez. C'est terrible, on s'y habitue, et puis un jour c'est pour eux, et puis ensuite demain ça sera pour d'autres, et puis ensuite pour d'autres, et puis voilà, c'est ce que Plenel appelle la catastrophe. On n'en est pas très loin. Une utopie concrète et mobilisatrice. Voilà, une utopie concrète et mobilisatrice. Merci, madame. Voilà. Il s'agissait d'une rencontre avec Marie-Laure Morin à la librairie Ombre Blanche le 10 juin 2022 autour de son livre paru aux éditions Sileps, Faire de l'étranger un hôte, l'hospitalité, un droit fondamental. Réalisation et mise en onde, Radio.